Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Magafrique, votre émission dédiée aux enjeux de santé sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, un sujet d'actualité au sens propre comme au figuré, le changement climatique et son impact sur la santé en Afrique. Alors ce 23 mars, et comme chaque année, le monde a célébré la journée de la météorologie, un rappel essentiel de l'impact du changement climatique sur divers secteurs, notamment la santé. Les vagues de chaleur, les sécheresses, la propagation accrue des maladies infectieuses et les menaces sur la sécurité alimentaire sont autant de défis qui affectent directement la santé des populations. Comment ces phénomènes climatiques influencent-ils la santé publique ? Quelles sont les populations les plus vulnérables et surtout quelles solutions peut-on mettre en place pour atténuer ces effets ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Yasser Hamouk, infectiologue. Docteur, merci d'être avec nous. Merci Samar, bonjour. Bonjour docteur. Alors, on parle de changement climatique et santé en Afrique. Donc, est-ce une menace sous-estimée ? En fait, elle n'est pas vraiment sous-estimée. Moi, je pense que ce qui est sous-estimé, c'est l'impact en Afrique. D'accord. Parce que déjà, on a un continent qui est chaud, de base, et le changement climatique est connu que c'est à cause de l'industrialisation massive et de la globalisation de l'économie, notamment dans des pays comme les États-Unis, la Chine ou autres, l'Inde par exemple. Mais l'impact, il est beaucoup plus sur l'Afrique, qui est le continent le moins pollueur, mais malheureusement le plus impacté par le changement climatique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sous-estimation, mais il y a une sous-estimation de l'impact sur le continent africain. C'est ça. Peut-on dire aujourd'hui que le changement climatique est un problème de santé publique aussi urgent que les maladies infectieuses classiques en Afrique ? Oui, malheureusement, pourquoi on a beaucoup de maladies infectieuses et des maladies dites tropicales ? Parce que le tropique coupe l'Afrique en deux. Donc on est si j'ose dire, un vrai continent tropical, un continent chaud, un continent humide, donc ça favorise la propagation de beaucoup de maladies. C'est pour ça que tout ce qui est intervention chirurgicale programmée, on évite de les programmer en été. Pourquoi ? Parce que il fait chaud, il fait humide et ça favorise la surinfection des plaies chirurgicales. Donc on laisse que les chirurgies urgentes qui ne peuvent pas être décalées, et de préférence on décale tout ce qui est programmé pendant l'été. Malheureusement, si ça continue, les températures continuent à augmenter, ça va favoriser ce genre d'infection, ça va favoriser des maladies tropicales comme le chef de file qui est le paludisme. Et malheureusement, ça va redéployer la carte des vecteurs, donc des insectes vecteurs de maladies, c'est les maladies vectorielles. On voit ça par exemple dans le pourtour méditerranéen, où il y a installation du moustique tigre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réchauffement climatique. Quand je dis pourtour méditerranéen, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Et dans l'avenir, malheureusement, avec ce changement climatique, déjà pour la température, il y aura un redéploiement, une reconfiguration de la carte des insectes. Donc ça, c'est un des aspects de changement. On va en parler. Et surtout des risques. Et si on parle davantage des risques sanitaires liés au bouleversement climatique sur le continent, vous venez de citer quelques-uns, mais j'aimerais en parler davantage. Alors, c'est extrêmement important et extrêmement grave, parce qu'il faut déjà commencer par le stress hydrique. Déjà que le continent africain n'a pas la richesse d'autres continents en ce qui concerne de ressources en eau, avec des zones très sèches comme le Grand Sahara, donc le nord du Sahel, le Grand Sahara, qui englobe des pays comme
l'Égypte, le Soudan, la Libye, l'Algérie, le Mali, le Niger, etc. Déjà, le stress hydrique va être encore plus important. Donc, on aura des saisons de sécheresse qui seront plus longues, plus importantes. Donc, il y aura déjà des problèmes d'hydratation pour la population et surtout une dégradation de l'agriculture. Donc, il y aura même des risques de famine. Et on a vu ça par le passé. Il y avait des saisons de famine dans le Grand Sahara, en Afrique. Oui. Mais là, le risque, c'est surtout qu'il y aurait assèchement c'est-à-dire des sécheresses agricoles et écologiques, notamment des peuples cultivateurs et des peuples les éleveurs, voilà, des éleveurs qui vont avoir des difficultés à hydrater, abreuver leurs cheptels, à les nourrir. Donc, vous voyez, s'il y a une famine, automatiquement, il y a un impact sur la santé, et que ce soit l'écosystème ou la biodiversité. Alors, pourquoi on parle plus de réchauffement climatique? On parle de changement climatique, parce que malheureusement, il y a des intempéries, il y a des inondations dans certaines zones qui avant n'étaient pas concernées. Donc, il y a un double danger, que ce soit la sécheresse d'un côté et les inondations d'un autre. Donc, ça, c'est parmi les nombreux risques sur la santé animale et humaine dus au changement climatique en Afrique. D'accord. Quand on parle de sécheresse, ça ne touche pas que la santé. Mais bon, on est en train de parler de santé. Voilà. Si on parle des premiers signes médicaux d'un coup de chaleur maintenant ou d'une déshydratation sévère. Alors, il faut rappeler que il y a des populations qui sont plus vulnérables, comme les enfants, les nourrissants, les personnes âgées, les malades chroniques. Faut savoir que les petits enfants et les personnes âgées n'ont pas beaucoup la sensation de soif. C'est pour ça que beaucoup de nos seniors, de nos parents, grands-parents, parfois ils se déshydratent en oubliant de boire parce qu'ils n'ont pas soif. C'est pas comme les jeunes qui ont soif, donc ils vont se désaltérer. Donc, ce sont les populations les plus vulnérables. Et vu que l'Afrique est un continent très jeune avec beaucoup d'enfants, exactement. Donc ils sont vraiment vulnérables. Pour les signes, alors le coup de barre ou le coup de soleil, c'est plutôt on a chaud, on a mal à la tête, on a des vertiges, on se sent pas très bien. Alors, les gens qui ont des maladies chroniques, malheureusement, vont être déséquilibrés, que ce soit l'hypertension, le diabète, ou les maladies cardiaques, les maladies respiratoires. Pour la déshydratation, c'est autre chose. La déshydratation, déjà, on commence à étouffer, on a le vertige. Chez les bébés, ils ont la peau qui devient trop élastique, ce qu'on appelle la persistance du pli cutané. Ils font ce qu'on appelle parfois même allant jusqu'au coma par déshydratation. C'est pour ça que c'est très important d'hydrater les enfants, notamment les bébés, toute la journée avec des petites quantités et d'éviter de sortir pendant les horaires les plus ensoleillés, c'est-à-dire entre midi et 16 heures en général. Mais malheureusement, avec le réchauffement climatique, même à 10 heures, même à 9 heures du matin, il va faire très chaud. Il va y avoir beaucoup de soleil. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que les problèmes actuels vont être encore plus amplifiés avec les changements climatiques. D'accord. Et on reste avec ces changements climatiques, justement, avec ces bouleversements climatiques sur le continent maintenant. Parlez-nous, docteur, du lien entre la pollution de l'air et l'augmentation des maladies respiratoires, surtout quand vous dites lors des périodes de chaleur extrême. Oui, parce que la population a toujours été amplifiée par la chaleur. Quand il y a la chaleur, déjà, les personnes vulnérables ont du mal à respirer. D'accord. Parce que quand il fait chaud, on transpire et la respiration, elle devient plus rapide. Et quand on respire, on élimine aussi de la vapeur d'eau. C'est ce qui permet, c'est pour ça que quand on respire beaucoup, on a la bouche sèche, par exemple. Donc, la pollution amplifie l'effet de serre, amplifie tout ce qui est chaleur, etc. Donc l'impact sur la respiration.
et surtout dans les pays, dans les villes plus industrialisées. En Afrique, il y a des pays très développés et qui ont des villes avec des économies et des industries et qui produisent beaucoup de pollution. Et malheureusement, la combinaison des deux, donc la chaleur et la population, exacerbe les problèmes de santé, surtout chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Déjà, oui. Et sinon, est-ce que nos infrastructures, docteur, nos infrastructures de santé, est-ce qu'elles sont prêtes à gérer l'augmentation de ces pathologies liées au climat? Malheureusement pas, parce que déjà que le continent africain, je vais pas globaliser, parce que on a des pays qui sont plus développés que d'autres. Mais vous savez, quand on a la famine, quand on a la chaleur, on a plus tendance, d'autant plus quand il y a des problèmes politiques, des conflits armés, on a plus tendance à dépenser de l'argent ailleurs que le dépenser dans la santé et dans l'éducation. D'accord. Donc il y a l'impact. Mais il ne faut pas oublier le déplacement de populations. Il y a des populations entières qui quittent des zones qui sont très sèches. Exactement. La Banque mondiale, elle estime en 2050 le déplacement de 216 millions de personnes dans le monde contre 25 millions actuellement. Donc ça va être multiplié par pratiquement 5. L'agriculture aussi, je l'ai dit, l'impact, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont ne pas pouvoir assurer leurs fonctions par sécheresse, donc ils vont quitter. Mais sinon, et les conditions socio-économiques elles vont être altérées, c'est ce qui favorise encore la survenue de maladie. C'est normal. Mais sinon, oui. Mais sinon, docteur, selon vous, justement, si on parle de solutions, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place pour protéger les travailleurs en extérieur, les enfants, les personnes âgées surtout? En fait, il faut assurer l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est le plus important. Il faut que l'accès dans nos pays africains à l'eau potable soit facile. Il ne faut pas se déplacer pendant plusieurs kilomètres pour ramener des jerrycans à la maison. Donc, il faut assurer l'approvisionnement d'eau potable. Surtout, en premier, protéger les travailleurs à l'extérieur, notamment les maçons, les agriculteurs, toutes les personnes qui travaillent en plein soleil. Aménager leurs horaires, par exemple, plutôt travailler la nuit, si c'est possible. Par exemple, chez nous en Algérie, dans le sud du pays, il y a l'aménagement des horaires. En été, il y a certaines wilayas qui sont touchées par ces aménagements d'horaires où on travaille de 7h jusqu'à 13h, puis on travaille pas l'après-midi. C'est ça. Ça, c'est une solution. Quand il y a des chantiers privés, on peut travailler tôt le matin, arrêter vers 11h et reprendre après le coucher du soleil. C'est une bonne solution pourvu qu'elle soit appliquée. Hein. Mais je sais que c'est pas facile. Facile, mais il faut penser à la santé, de nos concitoyens. Donc ça, c'est le plus important. Bien sûr, quand il s'agit de températures très élevées qui dépassent les 50 degrés, pourquoi pas suspendre l'activité pendant quelques jours en attendant que ça passe. C'est ça, quand c'est pas urgent. Cette vague de chaleur, si on a les moyens aussi économiques. Ça a un impact économique important. On revient sur la propagation des maladies infectieuses. Vous êtes spécialiste. Comment le réchauffement climatique favorise-t-il la propagation des maladies vectorielles comme le paludisme ou la dengue? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a, maintenant, on arrive même à les nommer. On parle de pathologies climato-sensibles. Alors déjà, j'ai dit qu'il y a une reconfiguration comment on appelle ça, reconfigurer le déplacement des vecteurs. Ça c'est très important parce que il y a des insectes qui n'aiment pas le froid. Et vu qu'il y a une augmentation des températures dans un autre pays, elles vont s'y installer et créer de nouvelles maladies jamais vues auparavant. Par exemple, si je prends le West Nile virus, à la fin des années 90, ça n'existait pas en Amérique du Nord. Le premier État touché, c'était l'État de New York. Et puis, actuellement, on a toutes les États-Unis, tous les États des États-Unis sont touchés par le West Nile et le moustique Aedes albopictus. Cela est dû à une adaptation
de ce genre d'insectes à un nouvel environnement qui est plus clément pour ce genre d'insectes. D'accord. Donc il y a l'impact direct de la chaleur. C'est comme quand on voit dans l'Antarctique et l'Arctique, il y a la fonte des glaces. Et prochainement, il y a des animaux comme les ours polaires qui vont pas trouver leur place parce qu'il y a un réchauffement climatique. C'est la même chose chez nous. D'accord. Donc il y a l'installation de ces moustiques, de ces insectes hors de leur zone géographique. Et selon vous, docteur, assiste-t-on aujourd'hui à l'émergence de nouvelles maladies infectieuses dues au changement climatique? Oui, bien sûr. Là, on appelle ça des maladies émergentes. Ça ne veut pas dire que c'est des maladies. C'est pas des maladies nouvelles, mais c'est des maladies. C'est vrai. Nous avons déjà parlé de ça. Oui. Voilà, c'est des maladies qui s'installent dans un nouvel environnement qui connaît pas cette maladie. Je te donne un exemple. La dengue, la chikungunya, ce sont des maladies tropicales qu'on ne connaît pas en Afrique du Nord. Mais si le réchauffement climatique continue à faire des ravages, ces maladies-là peuvent s'installer en Afrique du Nord ou même en Afrique du Sud, qui est un pays qui est moins chaud que l'Afrique centrale. Donc on peut dire que... C'est une maladie émergente, voilà, c'est une maladie émergente en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, alors qu'avant, c'était une maladie tropicale, purement tropicale. Et qui dit maladie émergente dit beaucoup de problèmes parce que nous, on n'a pas l'immunité, on ne connaît pas ces maladies. C'est comme si, par exemple, demain, il y aura un froid intense au Congo ou au Cameroun. Il y aura des décès parce que ces pays-là n'ont pas l'habitude avec des températures très basses. D'accord. Donc on peut dire que certaines maladies qu'on croyait en recul risquent de revenir en force. Ah oui, risquent de flamber, comme le paludisme, comme la dengue, comme le chikungunya, comme tout ce qui est déforestation et pollution. Ça va encourager l'émergence des maladies comme l'Ebola, ou la fièvre de Lassa, ou le Marburg, qui vont déjà qu'ils étaient au niveau de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, elles peuvent se développer en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, sans parler du stress hydrique, parce que j'ai parlé de l'importance de l'accès à l'eau potable, et si on a un manque d'accessibilité à l'eau potable, on peut faire émerger des maladies liées à l'eau, ce qu'on appelle des maladies à transmission hydrique, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde, parce qu'on a un manque d'hygiène dû à un manque d'eau. Donc il faut vraiment prévoir tout ça. Et sinon, maintenant, si on revient un petit peu vers la sécurité alimentaire et nutrition, comme on a dit, ça n'impacte pas directement que la santé. Donc, si on parle de l'impact des sécheresses et des catastrophes climatiques sur la production agricole et donc sur l'alimentation des populations africaines. Oui, malheureusement, quand je dis changement climatique, c'est la santé animale, c'est la santé humaine, c'est l'agriculture, c'est le déplacement de population. Exactement. Il y a énormément, même quand il s'agit d'intempéries, énormément de conséquences. Exact, c'est les infrastructures qui sont détruites. Ça va même créer des tensions politiques, géopolitiques sur le long, parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui ont accès à l'eau, comme par exemple le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte par la rivière du Nil. Mais il y a d'autres zones où le stress hydrique, où on va malheureusement se battre pour la nappe phréatique, pour des territoires d'eau, etc. Ça va causer beaucoup de stress géopolitique. Donc vous voyez que il y a beaucoup de conséquences, même sur le plan économique. Il y a la diminution du rendement. Quand il y a des phénomènes climatiques extrêmes, on peut perdre la biodiversité par rapport à l'élevage. Quand il y a des événements extrêmes, on peut avoir des dégâts importants sur les infrastructures. Et si ça nécessite des investissements pour tout rétablir. On a vu ça en Libye l'année dernière. Il y a eu d'énormes inondations et la Libye n'est pas un pays qui est connu pour ça. Et ça a ravagé les infrastructures. On a vu ça aux Émirats, même dans les pays riches, comme les Émirats. À Dubaï, on a eu des inondations et il y a eu beaucoup de pertes économiques. Il y aura, par exemple, perturbation des activités économiques avec des arrêts de production, la fermeture d'usines ou de points de vente.
Donc vous voyez, ce n'est que le début, malheureusement, de l'impact des changements climatiques. Une mauvaise nutrition donc liée au climat peut aggraver, on ne s'attend pas, on se dit que c'est léger, mais elle peut aggraver, c'est léger sur le plan maladie, mais pas léger sur le plan humain, mais peut aggraver carrément les maladies infectieuses déjà présentes. Si on parle de solutions face à ces menaces maintenant, docteur, selon vous, quelles stratégies sanitaires et préventives les gouvernements africains justement devraient adopter face à ces défis? Alors déjà, avant de parler des pays africains, il faut parler des pays industrialisés. Il faut, en parlant simple, il faut qu'ils mettent la main à la poche. Ce qui cause le réchauffement climatique, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Amérique du Sud. Ce sont détaillez-nous un petit peu sur ce point, docteur, s'il vous plaît. Parce que c'est clair et net. Les plus grands pollueurs, les plus grands responsables du réchauffement climatique sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne et l'Union européenne. Ce sont les plus grands pollueurs et c'est à eux de mettre la main à la poche en essayant de réparer ce qu'ils ont causé. On est dans les pays africains, notamment les moins développés, à réparer ce qui est causé, à aider au développement de moyens, d'avoir par exemple le dessalement de l'eau de mer. On a beaucoup de projets en Algérie qui voient le jour pour lutter contre ce stress hydrique. Ça, c'est l'une des solutions, c'est le dessalement d'eau de mer pour avoir de l'eau potable. Malheureusement, c'est des projets très coûteux qui nécessitent des investissements en milliards de dollars. Donc il faudrait que les pays les plus développés, qui sont responsables de cette situation en Afrique, aident ces pays africains les moins développés à lutter contre le stress hydrique, à aider sur le plan agricole, à transférer la technologie, parce que maintenant, vous savez, il y a des technologies pour rationaliser l'eau, pour faire de l'agriculture moins gourmande en eau, etc. Donc d'aider tous ces pays qui sont les victimes et ne sont pas les responsables. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les États africains, en s'associant avec les acteurs de la société civile, tout ce qui est organisation non gouvernementale, nationale et internationale, pour ne pas arrêter le changement climatique, parce que ça c'est impossible, mais au moins le freiner, au moins ralentir les effets de ce changement climatique, et puis de lutter pour diminuer la consommation de produits fossiles, de l'énergie fossile. On a que du soleil en Afrique. Il faudrait penser à utiliser des énergies renouvelables comme le soleil, par exemple, à bien l'exploiter, qui va nous aider. Voilà, on est un continent le plus ensoleillé. Il faudrait qu'on utilise ces technologies, d'utiliser tout ce qui est vent, tout ce qui est soleil, tout ce qui est eau de mer. On est un continent, comme les pays comme le Madagascar, qui sont des îles, d'utiliser le dessalement de l'eau de mer, le soleil, tout ce qui est énergie renouvelable. En Afrique et partout dans le monde, pour diminuer l'effet de serre et les émissions de gaz, et pour ralentir. Je dis bien ralentir parce que arrêter, c'est impossible. Mais au moins, les générations, les 3, 4, 5 prochaines générations peuvent au moins vivre correctement. D'accord. Mais sinon, pour terminer avec une note positive, est-ce qu'il y a des innovations médicales ou des politiques réussies qui pourraient être étendues à tout le continent? Oui, bien sûr. Il y a la télémédecine grâce à Internet. Par exemple, un citoyen qui est malade, par exemple, dans un village au Congo, peut ne pas se déplacer des centaines de kilomètres pour aller à Kinshasa se faire traiter. Donc, il y a Internet. On peut faire de la télémédecine en moins pour régler les petits problèmes de santé. Ça, c'est des petites technologies qui peuvent aider, c'est-à-dire diminuer tout ce qui est déplacement, tout ce qui est consommation d'essence, de kérosène. Ça va limiter les effets Il y a aussi la consommation, la production locale. Il faut qu'en Afrique, on produise local. C'est ça. Qu'on produise nos légumes, nos fruits, il faut consommer ce qu'on produit. Nos vaccins, nos appareils technologiques, nos yaourts, nos climatiseurs, nos frigidaires. Au moins, si on ne produit pas, au moins on achète africain.
Comme ça, on va économiser de l'argent qu'on va dépenser plus pour l'éducation, pour la santé, et avoir une solidarité africaine, ça c'est très important. Qu'il y ait des rapports régionaux, des rapports continentaux, au lieu que j'achète mes fruits ailleurs en Amérique du Sud ou en Europe, j'achète en Afrique, comme ça on va économiser de l'argent. Voilà, on produit local, on achète local, parce que c'est le continent le plus impacté par le réchauffement climatique. Il faudrait vraiment penser africain, produire africain, acheter africain. Il nous reste plus de temps, docteur, mais j'aimerais rapidement un petit plus. Donc, comment impliquer davantage la population dans des pratiques qui réduisent l'impact du climat sur leur santé? Selon vous, des conseils peut-être? Alors bon, malheureusement, c'est pas à l'échelle de la population, c'est plus à l'échelle des États. Ça c'est normal. Mais on peut, chaque citoyen peut économiser, éviter. Sinon, un message à l'État, docteur, aux États africains. Alors les États africains, il faudrait travailler sur la paix. Il faut préserver la paix pour économiser l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les investissements. Il faut que la paix. On est le continent le plus qui a le plus de conflits. De conflits. Voilà, il faut travailler pour la paix, pour dépenser mieux notre argent. Je parle de l'État. Pour les citoyens, éviter le gaspillage de l'eau, éviter le gaspillage de l'énergie. Il faut économiser de l'eau dès maintenant parce qu'on en aura vraiment besoin à l'avenir. C'est pas parce que c'est gratuit, par exemple dans les administrations, qu'on va laisser un appareil de climatisation qui fonctionne H24 toute la nuit. C'est des petites économies à l'échelle de population, mais ça peut être de grandes économies à l'échelle des États. C'est vrai, docteur. Merci pour ces explications très enrichissantes. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Ce qui ressort de cet échange, c'est que le changement climatique n'est pas seulement une question environnementale, mais une crise sanitaire majeure. L'Afrique doit anticiper et s'adapter rapidement pour limiter les conséquences sur la santé de ses populations. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est plutôt le 23 mars, c'était la journée internationale de la météorologie. À vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Protégez-vous, informez-vous et surtout prenez soin de votre santé. À très bientôt dans Santé Mag Afrique sur Ifriqi FM.